Le barbare est souvent perçu comme ce qui est extérieur ou étranger à la civilisation. De tels barbares existent sans nul doute. Mais en plus de cette barbarie extérieure, n'existe-t-il pas une autre forme de barbarie, intérieure cette fois, qui se nourrit de la civilisation et la détruit tout en affirmant la protéger? Au lieu de voir dans la culture une nature renouvelée et améliorée, ces barbares n'accordent au fond à celle-ci qu'une valeur décorative, ce qui a pour effet de la flétrir. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Friedrich Nietzsche et sa critique des Philistins de la culture. Quand on pense à Nietzsche, on a généralement bien vite à l'esprit les thèmes du surhomme, de la volonté de puissance, de l'éternel retour, ou encore sa critique du christianisme. Et cela est bien légitime, car il s'agit en effet des thèmes les plus prégnants de son œuvre. Néanmoins, pour bien comprendre ces derniers, il est important de rattacher toutes ces branches à leur tronc, de voir quelle est la finalité de Nietzsche, de voir quelle conception de la vie et de la civilisation ce dernier défend. En effet, Nietzsche jouit d'une réputation pour le moins paradoxale. En raison de toutes ses audaces et de ses outrances, de son style pour le moins tonitruant et du peu de respect que ce dernier semble porter pour bon nombre de nos idoles, on présente souvent Nietzsche comme le plus radical des anarchistes, comme un nihiliste, comme le pire démolisseur qui ait jamais foulé la terre des philosophes, que ce soit pour l'enlouer comme pour l'emblâmer d'ailleurs. Pourtant, pour tous ceux qui ont longtemps fréquenté son œuvre, il est assez surprenant de voir qu'on le décrit par ce qu'il exécrait le plus. En effet, comme l'écrivait Pierre Lasserre, remarquable critique littéraire français du début du XXe siècle et auteur d'un petit livre sur Nietzsche écrit seulement 3 ans après sa mort, intitulé La morale de Nietzsche, non seulement il est faux de dire que Nietzsche était un anarchiste, écrivait-il, mais il serait à peu près aussi juste de lui appliquer cette épithète que d'appeler Joseph de Maistre un jacobin ou Michelet un jésuite. Or, c'est justement de ce constat de Pierre Lasserre que je voudrais partir aujourd'hui. Nietzsche n'est pas à proprement parler un penseur politique, et encore moins un théoricien. De même, le nietzschéisme, si cela a un sens d'employer ce mot, n'est pas une doctrine, mais bien plutôt une crise, écrit Pierre Lasserre. Une crise salutaire, une crise contre l'abaissement du supérieur, contre la rigidification et la barbarisation de la culture européenne, et une crise contre l'anarchie tant dans les sentiments de l'âme que dans la vie sociale. Voici ce qu'écrivait Pierre Lasserre dans son petit livre consacré aux philosophes allemands. Il existe une erreur méchante, louche, souterraine, destructrice secrète de tout ordre et de toute beauté, ver rongeur des plus nobles œuvres humaines, que Nietzsche est en effet de toute la vivacité de son goût pour la face brillante du monde civilisé. Il serait bien près de l'appeler l'erreur, la négation, la malfaisance en soi. Et c'est à peu près en ces termes, on s'en souvient, que Méphistophélès se définit lui-même dans le Faust de Goethe. Mais le fléau profond et subtil auquel en a Nietzsche n'est rien moins certes que méphistophélique. Le cynisme cavalier est tout ce qu'il y a de plus opposé à ses allures. Il faudrait plutôt l'imaginer comme un gigantesque Tartuffe qui aurait pris l'air de toutes les sectes de religion et de morale depuis le Bouddha jusqu'à nos jours et qui nous représenterait fondues ensemble toutes les nuances d'hypocrisie, d'humilité, de spiritualité, de renoncement, d'absorption en Dieu ou en l'idéal, savamment inventées et exhibées au cours des siècles par une sainte rancune, par de sombres desseins de vengeance contre la terre et la vie. Comment le désigner ce mal, dont l'action tout intellectuelle, mais par là même 100 fois plus redoutable que la torche d'Attila ou la bombe de Ravachol, détruisit dans le monde antique et achève présentement de dissoudre dans l'Europe moderne les plus précieux éléments et jusqu'à l'idée même de civilisation. 1000 noms lui conviendraient, car il a 1000 formes. Mais qu'il exerce ses ravages en grand ou en petit, dans l'institution sociale ou dans les consciences isolées, qu'il corrompe les mœurs, l'art ou la philosophie, toujours sa présence se révèle par ce symptôme, une anarchie. On peut dire que le but de Nietzsche, ça a été de démasquer, de forcer à reconnaître le vice anarchique dans la plupart des principes et des sentiments dont l'époque moderne s'enorgueillit,
comme de ses plus nobles conquêtes morales et qui en forment comme l'air respirable ou irrespirable. Pierre Lasserre a ici magnifiquement résumé l'enjeu du combat nietzschéen. Et je voudrais le montrer à partir de quelques-uns des premiers textes de Nietzsche, à savoir les Considérations inactuelles, écrites entre 1873 et 1876. Cette première vidéo sera consacrée à la première considération inactuelle, intitulée David Strauss, sectateur et écrivain, dans laquelle Nietzsche attaque, à partir de la figure de son contemporain David Strauss, ce qu'il appelle les philistins de la culture, c'est-à-dire les véritables barbares modernes selon lui. Et ensuite, une seconde vidéo sera consacrée à la deuxième considération inactuelle, intitulée « De l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie », et qui constitue, selon moi, un des textes les plus importants de l'œuvre de Nietzsche. Cette seconde vidéo, qui constitue en quelque sorte la suite de cette vidéo-ci, sera disponible sur ma page Patreon pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de sa pensée. Dans ces deux textes, Nietzsche, en philosophe médecin, tente d'établir le diagnostic de la culture allemande de son temps et dresse la symptomatologie de la maladie de l'homme moderne. Ce qui ressort de ces deux essais, c'est que ce que l'homme moderne prend pour la culture n'est au fond qu'une accumulation désordonnée de connaissances tournées contre la vie elle-même. Naturellement, Nietzsche ne critique pas la connaissance en elle-même, je tiens à le préciser d'emblée afin que ce soit clair. Ce que Nietzsche critique, c'est bien plutôt la relation que l'homme moderne entretient avec la connaissance. Au fond, les questions qu'il pose dans ces deux essais peuvent être résumées ainsi. Quand le savoir peut-il être utile pour la vie? Et dans quelles conditions l'accumulation de connaissances constitue-t-elle un obstacle à la pleine expansion de la vie elle-même? Derrière une apparence de civilisation, l'homme moderne, pseudo-cultivé, se révèle être un barbare et un anarchiste selon Nietzsche. Mais sans plus attendre, passons maintenant à l'examen de la première considération. Ce texte s'inscrit dans un contexte donné qu'il convient de bien garder à l'esprit pour le comprendre. En effet, comme Nietzsche le notera une quinzaine d'années plus tard dans Ecce Homo, qui est un de ses derniers livres, les considérations inactuelles étaient des textes de combat dirigés contre des objets bien précis. En l'occurrence, ce texte, première considération, fait suite à la guerre franco-prussienne de 1870, ou 1870 si vous préférez, et Nietzsche réagit vivement contre ce qu'il estime être une erreur qu'il estime insupportable et qui s'est répandue dans toute l'Allemagne de son époque. Cette erreur, c'est celle-ci: la victoire de l'Allemagne sur la France lors de la guerre ne signifie pas seulement que l'Allemagne était supérieure politiquement et militairement, non, cela signifie que c'est la culture allemande elle-même qui fut victorieuse et que cette culture est en fait supérieure à la culture française. Or, pour Nietzsche, non seulement les succès guerriers de l'Allemagne ne prouvent absolument rien en faveur de sa culture, mais il soupçonne même que l'Allemagne moderne n'est pas exempte de barbarie, et c'est pourquoi il estime insupportable cet orgueil démesuré de la part de ses contemporains. Ce thème de la barbarie est très important chez Nietzsche, et on le retrouve déjà un an plus tôt dans la série de conférences qu'il a prononcées à Bâle et qui ont été regroupées dans l'ouvrage sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, dont je tire quelques réflexions annexes pour cette vidéo. À l'époque, pour vous donner très rapidement une idée du paysage intellectuel, les universités en Allemagne ont connu un développement très important et on insiste beaucoup dans ces universités sur la notion de Bildung, une notion inconnue en français mais qui était très chère au fondateur de l'université de Berlin, à savoir Wilhelm von Humboldt. En allemand, en effet, le mot culture peut être traduit par Kultur, mais aussi par Bildung. La Bildung signifie en allemand à la fois la culture, mais aussi l'éducation ou encore la formation. Or, pour Humboldt, la Kultur, d'un côté, désigne la culture extérieure au sujet, alors que la Bildung, elle, désigne non seulement l'apprentissage d'une connaissance, mais surtout un véritable changement d'éthos intérieur, un changement de mœurs au sein de l'individu et de son caractère. En une seule phrase, la Bildung désigne l'appropriation de la Kultur par la personne en vue d'une véritable formation spirituelle intérieure. En allemand d'ailleurs, le mot Bildung vient du verbe bilden, qui signifie former. Wilhelm von Humboldt
faisait donc ainsi la distinction entre Kultur et Bildung, je le cite. Quand nous prononçons dans notre langue le mot de formation, Bildung, nous entendons par là quelque chose de plus élevé et de plus intérieur, c'est-à-dire le mode de pensée qui, à partir de la connaissance et du sentiment de la quête morale et spirituelle en son ensemble, se répand harmonieusement sur la sensibilité et le caractère. Or, pour Nietzsche, les universités et le monde intellectuel allemand de son époque sont bien loin d'atteindre cette Bildung tant convoitée. Et pour cette raison simple, qu'ils confondent la culture avec l'accumulation de connaissances et le fait de la diffuser le plus largement possible au moyen de l'instruction. La Bildung n'est pas la culture individuelle que chacun possède plus ou moins et qui permet par exemple de répondre à des questions de culture générale. Non, un gebildeter Mensch, c'est-à-dire un homme cultivé, n'a pas recours à sa culture comme s'il s'agissait d'une ressource extérieure à lui. La Bildung d'une personne s'exprime dans chacune de ses actions parce qu'elle fait partie intégrante de son être. Une Bildung, c'est-à-dire une culture qui n'atteindrait pas le fond le plus intime de l'individu, n'aurait de culture que le nom. Et c'est contre cette conception superficielle de la culture qui entoure l'individu sans contribuer à sa croissance que Nietzsche déclare une guerre sans merci. La culture, écrit-il, c'est avant tout l'unité de style artistique dans toutes les manifestations vitales d'un peuple. Savoir beaucoup de choses et en avoir appris beaucoup, ce n'est cependant ni un moyen nécessaire pour parvenir à la culture, ni une marque de cette culture, et au besoin, ces deux choses s'accordent au mieux avec le contraire de la culture, avec la barbarie, c'est-à-dire le manque de style ou le pêle-mêle chaotique de tous les styles. Barbaros, barbare, était originellement employé dans l'Antiquité pour désigner tous ceux qui ne parlaient pas le grec. Ici, Nietzsche fait plutôt référence à une barbarie allemande qui comprend donc tous ceux qui sont censés faire partie de la culture allemande. Or, Nietzsche était un philologue de formation et un fin helléniste. Si l'on rapproche donc sa critique de la barbarie de la conception antique de celle-ci, c'est-à-dire qui désignait tous ceux qui ne pouvaient pas parler le grec, qui ne pouvaient pas parler la langue de la culture, le barbare moderne, selon Nietzsche, est celui qui parle sans savoir ce qu'il dit. Les barbares modernes savent parler et comprendre ce qu'il leur est dit, mais ils parlent à la manière d'un perroquet. Ils possèdent un rapport superficiel et extérieur à la langue qui finit par abrutir l'esprit et le rendre grossier. Et ces barbares modernes, grossiers alors qu'ils se croient raffinés, sont précisément ce que Nietzsche nomme les Philistins de la culture, les Bildungsphilister. Alors dans son livre, La première considération inactuelle, Nietzsche part du livre de David Strauss, L'Ancienne et la Nouvelle Foi, pour appuyer son propos et pour illustrer sa critique du philistinisme cultivé. Dans cette vidéo, je ne me concentrerai pas sur David Strauss, qui a, je crois, peu d'intérêt pour nous aujourd'hui. Je me concentrerai bien plutôt sur la critique générale de Nietzsche. Et tout d'abord, il faut commencer par sa critique du philistinisme, sa critique des Philistins. Voici ce qu'il écrit dans son texte. Le mot philistin, écrit-il, est emprunté, comme chacun sait, au langage des étudiants. Il désigne, dans son acception la plus étendue, bien que dans un sens tout à fait populaire, le contraire du fils des muses, de l'artiste, de l'homme de haute culture. Le philistin cultivé, le Bildungsphilister, dont nous nous sommes imposé la tâche peu agréable d'étudier ici le type et d'écouter les confessions, se distingue cependant de l'espèce commune du philistin par une superstition. Il croit être lui-même fils des muses et homme cultivé. C'est là une illusion qui paraît inconcevable, et il faut en déduire qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'est le philistin et le contraire du philistin. Nous ne nous étonnerons donc pas si, la plupart du temps, il jure ses grands dieux qu'il n'est pas un philistin. Dépourvu de toute espèce de conscience de lui-même, il vit dans la ferme conviction que sa culture à lui est le type accompli de la vraie culture allemande. Et comme il trouve partout des gens cultivés pareils à lui, et que toutes les institutions scolaires, pédagogiques et artistiques sont en rapport avec son degré de culture et avec ses besoins, il porte aussi partout avec lui la conviction triomphante qu'il est le digne représentant de la culture allemande actuelle, et il formule en conséquence ses prétentions et ses exigences. Or, si la vraie culture suppose en tous les cas l'unité du style, et lors même qu'une culture mauvaise et de décadence ne saurait aller sans une fusion de la variété de toutes les formes dans l'harmonie d'un style unique, on induira de là que la confusion qui s'est produite dans l'imagination du philistin cultivé
tire son origine de ce fait que, rencontrant partout des répliques de lui-même, frappés au même coin que lui, celui-ci conclut de cette uniformité de tous les gens cultivés à une unité de style de l'éducation allemande, en un mot, à une culture. Autour de lui, il constate partout les mêmes besoins, les mêmes opinions. Partout où il va, il trouve établi un régime de conventions tacites sur une foule de sujets, en particulier sur tout ce qui concerne la religion et l'art. Cette imposante similitude, ce tutti unisono qui, sans qu'il soit besoin d'un ordre, éclate aussitôt de lui-même, le conduit à croire que cet accord est l'effet d'une culture. Mais le philistinisme systématique et triomphant, s'il n'est pas sans logique, ne constitue pas de ce fait une culture, même mauvaise. Il est au contraire l'opposé d'une culture, je veux dire une barbarie solidement établie. Alors que le Philistin désignait à l'origine en Allemagne le béotien, l'ignorant, celui qui a peu de goût pour les arts et la littérature, les étudiants allemands qualifiaient d'ailleurs les bourgeois de philistins, le Philistin cultivé, dans le langage de Nietzsche, désigne à présent une déviation et une subversion d'une grande ampleur. Le Philistin cultivé, non seulement n'a pas conscience de son ignorance, mais en plus il se prend lui-même pour la mesure de la culture. Le Philistin cultivé appelle civilisation précisément ce qui en est la négation. En effet, comme l'écrit Nietzsche, le Philistin cultivé croit posséder ce qu'il faut encore chercher, car il faut cesser les investigations, tel est le mot d'ordre des Philistins, écrit-il. Au lieu de voir dans la culture, dans la Bildung, un processus continu de formation et de reformation intérieure, le Philistin, le bourgeois cultivé, croit être arrivé au bout de ce processus. Alors que les esprits classiques soupiraient par exemple vers la Grèce, en laquelle ils voyaient un idéal de perfection, le Philistin cultivé, lui, rompt avec cet idéal de perfection, et partant avec le véritable sens de la Bildung. Car le monde grec représentait justement cette quête de perfection individuelle, et les grands classiques de la culture allemande, que le Philistin dit admirer, étaient animés par ce désir de se transformer intérieurement selon les canons de ce modèle grec. Des hommes comme Goethe, Schiller ou Lessing, par exemple, étaient de véritables chercheurs, des Suchende, comme les appelle Nietzsche. A l'inverse, pour le Philistin, ces hommes n'étaient pas des chercheurs, mais bien plutôt des trouveurs, des Findende. Aux chercheurs, donc, en quête d'une véritable formation intérieure, Nietzsche oppose les Philistins cultivés, c'est-à-dire ceux qui estiment avoir déjà trouvé. Le Philistin cultivé incarne aux yeux de Nietzsche la quintessence de l'esprit bourgeois, dans ce qu'il a de plus bas, de plus mesquin et de plus satisfait de lui-même, car il se pense comme l'aboutissement final de l'histoire humaine. Le bourgeois cultivé ne voit plus dans la culture une expérience aventureuse. Il se méfie de l'instinct créateur de l'artiste et du génie. Il éprouve bien plutôt un sentiment de contentement. Ce même sentiment de contentement, écrit Nietzsche, que l'on éprouve vis-à-vis de sa propre étroitesse, de sa propre tranquillité, de son propre esprit borné. Voici ce qu'il note. Les partisans de la vie confortable cherchèrent à s'accommoder une fois pour toutes de ces classiques scabreux et de leurs invites à poursuivre les investigations. Ils imaginèrent l'idée que nous vivons à une époque d'épigones, uniquement pour ne pas être troublés dans leur tranquillité et pour être prêts à repousser tous les novateurs gênants en faisant passer leurs œuvres pour des produits d'épigones. Dans le but de conserver leur tranquillité, ces partisans d'une vie confortable s'emparèrent de l'histoire et cherchèrent à transformer toutes les sciences qui auraient encore pu troubler leur repos en simples branches de l'histoire. Ils agirent ainsi surtout avec la philosophie et la philologie classiques. Par la conscience historique, ils se sauvèrent de l'enthousiasme, car ce n'était plus, comme l'avait encore pensé Goethe, l'histoire qui provoquait l'enthousiasme. Non, le but de ces admirateurs anti-philosophiques du Nil Admirari, lorsqu'ils cherchent à comprendre toute chose au point de vue historique, c'est d'arriver à émousser les facultés. Tandis que l'on prétendait haïr le fanatisme et l'intolérance sous toutes leurs formes, on haïssait au fond le génie dominant et la tyrannie des véritables revendications de la culture. C'est pourquoi l'on employait toutes ses forces à paralyser, à entraver et à décomposer partout où l'on pouvait s'attendre à un mouvement jeune et puissant. Ce point est particulièrement pertinent. C'est en effet un des traits dominants de l'esprit bourgeois, du Philistin cultivé, de neutraliser le génie. On accorde certes aux classiques une place de choix, on les enseigne dans les universités, on trouve facilement leurs œuvres en librairie, on leur consacre une quantité astronomique de thèses commentant leurs œuvres, et puis ensuite commentant les commentaires de leurs commentaires. On leur accorde donc une place de marque, certes,
mais on ne les laisse plus agir sur nous en profondeur. Quand la relation avec le savoir n'est plus délimitée ni guidée par une maxime supérieure d'éducation, ils se déchaînent alors simplement selon le principe du « plus il y en a, mieux c'est », sans finalité, ce qui est particulièrement nuisible. Les Philistins cultivés se repaissent de cette culture classique sans la faire fructifier et sans comprendre ce qui en a fait la grandeur. Cette culture classique n'est plus alors que le faire-valoir de leur médiocrité bourgeoise. Ainsi que le note Nietzsche dans une violente formule, « Le cadavre est pour le ver une belle pensée, et le ver est une vilaine pensée pour ce qui est vivant. Les vers rêvent d'un ciel dans un corps gras, les professeurs de philosophie cherchent le leur en remuant les intestins de Schopenhauer, et tant qu'il y aura des rongeurs, il y aura aussi un ciel pour les rongeurs. Nous avons ainsi répondu à notre première question, comment le nouveau croyant s'imagine-t-il son ciel ? Le Philistin, à la façon de Strauss, fait ménage dans les œuvres de nos grands poètes et de nos grands musiciens, comme une vermine qui vit en détruisant, admire en dévorant, adore en digérant. Mais pourquoi le Philistin exerce-t-il une action aussi destructrice selon Nietzsche ? La réponse est simple, c'est parce qu'il est lâche. Et la lâcheté bourgeoise est l'exact contraire de la création. Laisse-t-on le Philistin décider librement entre un acte qui a du style et un acte qui n'en a pas, écrit Nietzsche, et ce sera toujours ce dernier qu'il choisira. Il n'a pas le courage du grand style. Il dit admirer les grands hommes qui font l'histoire, mais il vote pour des partis qui assurent sa médiocre tranquillité. Il parle d'auteurs comme Dostoïevski avec des trémolos dans la voix, mais il est au fond incapable de mettre la même passion dans sa vie. Au fond, le génie lui fait peur parce qu'il est imprévisible. La façon dont le Philistin cultivé conçoit le classique et l'écrivain modèle est très significative pour sa pseudo-culture. Ce qui lui plaît est tout négatif. C'est le manque de tout ce qui peut paraître choquant. Or, tout ce qui est véritablement productif paraît choquant, dit Nietzsche. Le Philistin cultivé génère une morale molle et insipide qui n'a rien à voir avec la mesure, avec la tempérance, ni avec le véritable sens de la nuance. Sa conception de la mesure n'a rien à voir avec la conception des Grecs qui considéraient, comme Aristote, que la vertu se situait entre deux vices contraires. Par exemple, c'est un des exemples que donne Aristote, le courage se situe à égale distance entre la lâcheté et la témérité. Non, la vertu bourgeoise des Philistins se situe, elle, dans un refus de choisir entre le vice et la vertu. Comme l'écrit Nietzsche, celui qui voudrait considérer cette mesure, qui, si elle n'est sage, paraît du moins habile, et cette médiocrité de courage comme des vertus aristocratiques, ferait certainement fausse route. Car ce courage n'est point une moyenne entre deux défauts, mais une moyenne entre une vertu et un défaut. Et toutes les qualités du Philistin sont précisément renfermées dans cette moyenne entre la vertu et le défaut. Le Philistin cultivé, le bourgeois, n'est pas à proprement parler un être immoral, mais seulement parce qu'il n'a même pas le courage de l'être. Au fond, Nietzsche rejoint ici ce passage bien connu de l'Apocalypse de Jean, que je cite en substance, « Que n'êtes-vous ni chaud ni froid, maudits soient les tièdes, je vous vomirai de ma bouche ». Et il s'agit également d'une idée admirablement exprimée dans l'œuvre de Dante, au début de sa descente aux enfers dans la Divine Comédie. Avant même de passer réellement les portes de l'enfer, Dante et Virgile contemplent une immense masse de damnés, des damnés qui ne méritent pas d'aller au ciel car ils ne furent jamais ni bons ni vertueux, mais qui ne méritent même pas, paradoxalement, d'aller en enfer car ils pourraient même s'en enorgueillir. Cette misérable allure est celle des âmes pitoyables de ceux qui vécurent sans infamie et sans louange, écrit Dante. Les cieux les chassent pour ne pas s'en les dire, et l'enfer profond les refuse, car les damnés en auraient quelque gloire. Et il en va de même pour les Philistins de la culture. Leur culture n'est qu'une carapace superficielle qui masque un vide sans fond. Ils prostituent la culture et en font un bien repoussant et détestable. C'est pourquoi le jeune Nietzsche reprend l'idéal humboldtien de la véritable Bildung comme développement de la grande personnalité. Au moment où il rédige cette première considération inactuelle et au moment où il prononce ses conférences de Bâle, en 1872-73, Nietzsche critique déjà les tendances démocratisantes de la culture de masse conçue comme élargissement ou diffusion à l'infini. Il critique la diffusion massive de la culture comme objectif de l'instruction publique et prône au contraire une culture conçue comme éducation ou formation intérieure totale de la personne.
C'est pourquoi il écrit dans la deuxième considération inactuelle, dont je parlerai dans ma prochaine vidéo privée: l'instruction est l'ensemble des connaissances du barbare, la culture extérieure convenant à des barbares intérieurs. Le barbare est l'ennemi instruit et érudit de la vie comme création. Il s'agit de l'homme moderne, incapable de faire correspondre ses connaissances à ses instincts. Comme on le comprend, Nietzsche défend une conception résolument élitiste de l'éducation. Au fond, pour lui, le véritable devoir de tout système scolaire ou universitaire, c'est la production du génie, conçu comme le seul antidote à la barbarie. Alors, pour préciser certaines choses, bien des années plus tard, le Nietzsche du Zarathustra cessera d'employer de faire référence à la notion de Bildung, il cessera même d'employer le terme, mais la disparition de ce terme dans le corpus nietzschéen tardif ne doit pas nous induire en erreur. S'il a disparu, c'est pour cette raison bien simple que le vocabulaire de la Bildung apparaissait pour ses contemporains comme étroitement lié au monde de l'enseignement et de l'université, chose dans lesquelles Nietzsche croira de moins en moins. Pourtant, la quête nietzschéenne du surhumanisme s'inscrit bel et bien dans la foulée ouverte précisément par le concept de la Bildung. Il s'agit bel et bien toujours d'un idéal du développement total de la personnalité humaine. Le savoir utilisé pour la vie, pour accroître la vitalité d'une civilisation, est un signe de bonne santé, et à l'inverse, la conception de la culture défendue par les Philistins est un signe de décadence, un signe de fossilisation de la culture. Pour ceux que ça intéresse, dans ma prochaine vidéo privée sur Patreon, donc comme je l'ai dit, je me pencherai sur une des causes intellectuelles de cette décadence à partir des réflexions de Nietzsche sur le rapport qu'entretient l'homme moderne à l'histoire et aux études historiques en général. Ces réflexions sont développées dans la deuxième considération inactuelle et qui est, comme je l'ai dit, selon moi, un des textes les plus fondamentaux de toute l'œuvre de Nietzsche. Mais pour l'heure, et pour conclure, il s'agit de bien garder à l'esprit cet idéal premier de la Bildung, de la culture comme processus de transformation de l'individu. Tout ce qui rehausse l'homme est un acquis de l'art humain, car après tout, pour Nietzsche, la première œuvre d'art de l'homme, c'est l'homme lui-même, car il ne tient qu'à lui de choisir entre la transition et le déclin. Comme l'écrira Nietzsche bien des années plus tard dans le Zarathustra, « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer au-delà, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. » Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez été nombreux depuis le commencement de cette chaîne YouTube à me demander quand je ferai une vidéo sur Nietzsche. C'est maintenant chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'approfondir votre connaissance de ce grand penseur allemand. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo pour aider au référencement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vos réflexions m'intéressent toujours beaucoup. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, une seconde vidéo consacrée à Nietzsche et à la deuxième considération inactuelle paraîtra très prochainement sur ma page Patreon. Donc si vous voulez avoir accès à celle-ci et ainsi qu'aux vidéos déjà sorties le mois passé, vous pouvez avoir accès sur ma page Patreon. Je mettrai un lien en description de cette vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux habituels. Je mettrai également les liens vers ceux-ci en description de cette vidéo. Et enfin, si vous voulez approfondir le contenu de cette vidéo, je vous invite bien évidemment à lire la première considération inactuelle de Nietzsche et aussi le petit volume dont j'ai parlé, que j'ai mentionné dans cette vidéo, qui reprend ces conférences de Bâle, à savoir sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, qui est un recueil tout à fait remarquable et passionnant. Et aussi, si vous voulez découvrir plutôt la biographie de Nietzsche, bien personnellement, une biographie que j'aime beaucoup est celle que lui a consacrée Daniel Halévy, qui est vraiment passionnante. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.